Bonjour, il est l'un des deux seuls députés LR rescapés de la tornade Macron dans le Rhône, député du Beaujolais depuis 21 ans à la suite de son père Francisque. Il a quitté la mairie de Villefranche en 2017, atteint par le cumul des mandats, et il figure en bonne place au classement national des députés les plus assidus. Bernard Perrut, député du Beaujolais, est en face à face cette semaine. Bonjour Bernard Perrut. Bonjour. Être classé dans les 10% des députés les plus assidus à l'Assemblée nationale, c'est une fierté particulière pour vous? Ce n'est pas une fierté, c'est une satisfaction. C'est une reconnaissance du travail accompli lorsqu'on est député 7 jours sur 7, lorsque l'on fait son travail, tant à l'Assemblée nationale, par de nombreuses interventions, dans l'hémicycle, en commission, dans les groupes de travail, et que bien sûr, ce travail aussi se poursuit, mais il n'est pas toujours quantifiable sur le terrain. Alors ça prouve au moins que la loi limitant le cumul des mandats a du bon. Être député à plein temps, vous pouvez vous consacrer à 100% à ce mandat. Et bien évidemment, on en fait encore plus lorsqu'on est député à temps plein, ce qui ne veut pas dire que je ne faisais pas mon travail avant, j'en faisais encore plus, et les nuits étaient encore plus. Vous n'avez pas été très content de cette loi limitant le cumul des mandats. Hein. Mais je n'ai pas été content, parce que cela illustre la crise justement d'aujourd'hui, de faire en sorte que les parlementaires ne soient plus rattachés au terrain. Être député, c'est vivre au milieu de ses concitoyens, vivre avec eux et les comprendre. Et c'est la raison pour laquelle... Là, vous êtes avec eux aussi, vous êtes que conseiller municipal aujourd'hui, mais vous êtes toujours avec eux. Et je suis avec eux parce que j'ai aussi cette connaissance de ce que sont les rouages locaux, de cette connaissance d'un maire qui a su vivre au milieu de ses quartiers, au milieu des personnes en difficulté, qui a su construire, qui a su bâtir. Je crois que l'expérience de maire est très très bonne et qu'aujourd'hui, elle me permet aussi d'être un bon parlementaire. Alors, limiter le cumul dans le temps, sur un même mandat, à 3 mandats successifs, ne serait-ce pas aussi utile pour un plus grand renouvellement de la classe politique? Mais pourquoi pas? Tout est possible et je n'y suis pas opposé. Mais ce qui compte pour moi... Alors là, ça voudrait dire que vous auriez arrêté en 2012. Hein, c'est le choix du citoyen qui compte. Si on souhaite faire confiance à quelqu'un parce qu'il travaille, parce qu'il est actif, parce qu'on se reconnaît en lui, pourquoi pas? Faut-il des limitations en tout dans la vie? Ceci pourrait être d'ailleurs pour tous les métiers, pour toutes les professions. Oui, mais à un moment donné, c'est comme la parité, quoi. Si on voulait qu'il y ait plus de femmes, il a fallu en passer par... Des façons un peu contraignantes, non? Mais bien évidemment. Donc si on veut renouveler plus la vie politique, il faut peut-être limiter. On peut même limiter à un mandat, à la limite, l'exercice de la fonction de député, quel qu'elle soit, pourquoi pas? En l'occurrence, on serait sur 3 mandats successifs. Non, mais j'y suis, je dois dire, assez favorable. Voilà. De toute façon, vous aurez, a priori, quand ça arrivera, vous aurez terminé vos mandats. Pas du tout, parce que la mesure ne s'applique pas encore, donc je peux faire encore 3 mandats. Alors, démocratie et citoyenneté, c'est l'un des 4 thèmes du grand débat national, avec plusieurs questions posées par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français. Faut-il reconnaître le vote blanc? Faut-il rendre le vote obligatoire? Faut-il réduire le nombre de députés? Est-ce qu'il faut avoir une part proportionnelle? Vous répondez quoi, vous, à toutes ces questions? Je réponds qu'il est bon de poser toutes ces questions, mais ces questions ne sont pas les questions essentielles pour les Françaises et les Français. Lorsque je rencontre les habitants de ma circonscription, ils me parlent de pouvoir d'achat, ils me parlent de logement, ils me parlent de CSG pour les retraités, ils me parlent de leur avenir. Ils ne me parlent pas forcément du vote, qu'il soit blanc ou pas blanc. Ils ne me parlent pas de la suppression du Sénat, ils ne me parlent pas de la réduction du nombre de députés. Allons vers les priorités. Et ces priorités, à mon avis, elles passent avant tout... Alors sur le pouvoir d'achat, il y a eu des réponses déjà, oui, en décembre. Quelques réponses à partir de certains moyens, d'ailleurs, qui ont pu être développés. Et je pense d'ailleurs à la prise en charge des heures supplémentaires, qui a été une demande d'un certain nombre de parlementaires que nous sommes. Oui, c'est une évolution. Cela n'est pas suffisant. Je crois qu'il y a surtout un manque de compréhension de la part du président de la République et du gouvernement, et voire même des parlementaires qui n'ont pas cette assise locale. Sur les autres sujets liés à la fiscalité, il pose la question, est-ce qu'il faut baisser les impôts? Si oui, lesquels? Et du coup, quelles dépenses publiques on fait baisser, forcément? C'est là où la question du président de la République est très difficile. Il demande aux Françaises et aux Français quels impôts voulez-vous effectivement voir supprimés? Donc, quelles dépenses faut-il supprimer? Et dans le même temps, quels services publics faut-il conserver, bien évidemment, ou bien améliorer? Je rappellerai que la France vit au-dessus de ses moyens, que la dette publique, bien sûr, est trop forte, qu'il faut baisser cette dépense publique. Donc il faut faire des choix qui ne sont pas faciles. Et dans le même temps, beaucoup de demandes, et la somme des intérêts particuliers ne fait pas, vous le savez, l'intérêt général. Alors justement, sur le mouvement des Gilets jaunes, qui a été assez présent à Villefranche, on l'a bien vu, on peut dire que la droite classique est assez embarrassée, parce que enlever la suppression de l'ISF, alors que vous-même, vous souhaitiez la suppression de l'ISF, vous êtes un peu embarrassé, donc. Mais l'ISF est un faux problème. Je crois qu'il y a d'autres solutions pour avoir une justice sociale et fiscale.
Mais ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est d'entendre tout. Il y a des hommes et des femmes qui disent qu'il faudrait supprimer le président de la République, il faudrait supprimer le gouvernement, il faudrait supprimer l'Assemblée nationale, il faudrait supprimer le Sénat, parce qu'on ne respecte plus aujourd'hui, je crois, cette organisation de la démocratie. Même si on supprimait tout cela, eh bien, on ne ferait que gagner 1,60 € par habitant et par mois, parce que le prix de la démocratie, c'est cela. Et aujourd'hui, on est parti, je crois, dans une contestation des élus et du gouvernement et du président de la République qui va au-delà de ce que doit être le respect de notre démocratie. Au début du mouvement, Laurent Wauquiez, votre président, il a enfilé le gilet jaune, quand même s'il a dit le contraire après. Mais mettre le gilet jaune, c'est peut-être un geste, justement, de soutien et de compréhension. Je n'ai pas mis le gilet jaune pour ma part, mais je suis allé les rencontrer à Villefranche. Et d'ailleurs, le cahier de doléances, j'en ai un dans mon bureau, et je l'ai depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Lorsqu'on est député, on reçoit des personnes qui ont des difficultés, qui vous expriment la fin de mois difficile, je les comprends. Il y en a qui ont un véritable problème de logement, qui ont un problème aussi avec les jeunes, avec leurs enfants, je les comprends. Moi, mon cahier de doléances, il est dans mon bureau depuis des mois, depuis des années, et je me bats par des démarches, je me bats par des interventions pour aller dans le sens, justement, d'un certain nombre de mes concitoyens. Alors, dans les mesures qui ont été annoncées au mois de décembre, le retour des heures supplémentaires défiscalisées, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Donc là, vous dites bravo au gouvernement. Mais très bonne mesure. D'ailleurs, moi, pendant ce mandat, depuis que je suis réélu, j'ai voté un certain nombre de mesures qui me paraissaient bonnes pour les Français, bonnes pour la France. Je me suis opposé à d'autres. La loi travail, par exemple, vous l'avez votée ? Et bien sûr, dans la mesure où nous avons des améliorations qui sont d'ailleurs souvent fondées sur nos propres propositions, il faut bien sûr les voter. Et là, les heures supplémentaires, je dis oui, parce que je suis très attaché à la valeur travail, à la valeur du mérite. Et je crois que ce sont des valeurs qu'il faut avoir le courage, justement, de mettre en exergue. Alors, il y a un vrai problème de positionnement aujourd'hui des Républicains. On le voit bien. Laurent Wauquiez a beaucoup couru après le Rassemblement national sur les questions d'immigration, de sécurité. Ça ne paye pas, apparemment. Je ne sais pas ce qui paye et ce qui ne paye pas. Je crois qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français sont quelque peu perdus. Ils croyaient beaucoup en cette victoire de M. Macron, d'un nouveau peuple en marche, qui allait pouvoir tout changer, un nouveau monde, et puis ils se sont rendus compte que le président de la République... Et ça ne profite pas aux Républicains, clairement. Bien loin des réalités. Bien loin des réalités. Il a beaucoup déçu. Il a tellement déçu que nos concitoyens, aujourd'hui, ne croient plus en la vie institutionnelle et en la vie politique. Et c'est la première fois que dans notre pays, il y a une telle crise des institutions. Et c'est cela, aujourd'hui, qui m'inquiète beaucoup. La démocratie représentative est mise en cause. Et moi, je me bats pour que les députés, pour que les élus locaux soient les représentants du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je reviens à ma question, à laquelle vous n'avez pas répondu, Bernard Perrut. Quand on court après Marine Le Pen sur les questions d'immigration et de sécurité, c'est elle qui en profite, ce n'est pas Laurent Wauquiez. Ce n'est pas forcément courir après Marine Le Pen. C'est évoquer des sujets qui sont des préoccupations des Françaises et des Français. D'ailleurs, le président de la République a dit qu'on allait pouvoir parler, dans le cadre de cette grande démarche nationale... Vous avez quand même une fraction importante de l'immigration. Des responsables LR qui sont partis en disant on ne peut pas cautionner une telle position. Xavier Bertrand et d'autres, ici à Lyon. Parfois, le mode d'expression peut être mal compris. Ce que pouvait dire Laurent Wauquiez, c'est qu'il voulait prendre cette préoccupation en bras-le-corps à travers une immigration qui est trop importante. Il faut bien sûr lancer toute cette réflexion sur nos capacités à accueillir des hommes et des femmes. Pourquoi pas des nombres, pourquoi pas des quotas? Le mot est peut-être mal adapté, de façon à bien accueillir celles et ceux que l'on peut accueillir, mais aussi savoir mettre des limites là où elles doivent être mises. Vous qui venez plutôt de l'UDF, historiquement, est-ce que vous êtes toujours à l'aise dans vos baskets au sein de LR? Vous n'êtes pas tenté de faire comme Alain Juppé? Moi, je suis un homme respectueux des valeurs qui ont toujours été les miennes, des valeurs humanistes, des valeurs familiales, des valeurs, bien sûr, de la droite et du centre. Et bien évidemment, j'appartiens à une formation politique, mais aussi avec une certaine liberté d'esprit que j'exprime souvent lorsque je pense qu'on dévie ou on peut dévier effectivement de la ligne qui est la mienne. Alors le grand débat national est donc lancé mardi avec une première rencontre en Normandie avec près de 600 maires. Est-ce que là aussi Laurent Wauquiez n'a pas tout faux quand il parle d'un monologue du président de la République alors pendant 7 heures, le président de la République a quand même dialogué, écouté les maires et leur a répondu. Mais bien évidemment, mais ce qui peut me surprendre en tant que député, c'est que depuis son élection, M. Macron et son gouvernement ne nous ont jamais entendus, nous les députés dits de l'opposition, alors que nous évoquions un certain nombre de sujets et qu'aujourd'hui le même président de la République dit je vais aller en parler avec mes concitoyens. Et oui, il le fait. Donc, alors, on ne va pas rester sur le passé indéfiniment, non? Non, mais bien sûr, mais nous étions les porte-parole de nos concitoyens.
Et aujourd'hui, être parlementaire, c'est être un peu frustré, en quelque sorte, de cette attitude d'un président qui dit « je vais aller en parler sur le terrain ». Mais nous-mêmes, nous portons ces mêmes éléments depuis des mois. Je ne peux que me réjouir que le président, bien sûr, aille au contact de la population et qu'à nouveau, une confiance puisse exister. Parce que l'intérêt, c'est la France. Et ce n'est pas simplement les intérêts politiques des uns des autres. Moi, je veux que la France s'en sorte, que les hommes et les femmes qui ont des difficultés eh bien, trouvent à nouveau un espoir, que l'état de droit règne dans ce pays. Et c'est toutes les raisons. Et donc aujourd'hui, vous dites Emmanuel Macron a raison de faire comme il fait, de ce grand débat, d'aller à la rencontre des maires. Je ne vais pas critiquer le président de la République qui va enfin, je dis bien, auprès des maires, alors qu'il n'a pas souhaité les rencontrer lors du Congrès national. Oh, il en a accueilli 2000 à l'Élysée. Oui, okay, il n'est pas allé au Congrès. Mais prendre un verre, et peut-être un verre de Beaujolais d'ailleurs, puisqu'il y avait du Beaujolais, ne remplace pas le vrai avec modération, débat, attention. Avec modération, comme la politique. Mais bien évidemment, cela ne remplace pas le débat et les maires qui l'attendaient. Et voilà. Et là, il va le faire dans 13 régions, partout, il va venir. Vous y serez quand il va venir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Et bien évidemment, s'il vient sur ce territoire... Même si vous n'êtes plus maire. Et que je suis invité. Et si je suis invité, bien sûr, je participerai. Je pensais que les parlementaires sont invités. D'ailleurs, j'entends participer aux démarches qui sont entreprises. Mais alors justement, dans votre circonscription, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer chez vous ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée l'autre jour à mon sous-préfet, que je peux poser également au préfet, c'est comment fait-on ? Il m'a dit, chacun peut organiser des réunions comme il le souhaite. Chacun va recevoir un kit, en quelque sorte, modèle d'organisation, où chacun s'engage à respecter, bien sûr, des valeurs qui sont celles de la République, les valeurs de la démocratie. Et puis, vous pouvez, bien sûr, mener des réunions. Mais toutes ces réunions qui vont exister en France, comment va-t-on en tirer, en quelque sorte, je vais dire, les éléments essentiels? Et comment va-t-on déterminer les éléments d'une nouvelle politique? Parce qu'il ne s'agit pas de tout promettre, de tout entendre, de tout dire. Il faut bien sûr trouver les moyens en face pour pouvoir faire face, justement, à ces attentes de nos concitoyens, attentes qui sont complètement diverses. Et vous-même, qu'est-ce que vous allez faire, justement ? Vous allez participer à des réunions quand il y en aura organisées dans des mairies ? Je participerai volontiers à des réunions, mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand on reçoit 1000 personnes par an dans son bureau, comme je le fais, lorsqu'on est sur le terrain toutes les semaines, on sait ce que sont les préoccupations de nos concitoyens. Pas la peine d'aller dans une réunion pour connaître les difficultés des personnes qui n'arrivent pas à terminer la fin de mois. Pas besoin d'aller dans des réunions pour connaître les problèmes de logement. Et ce problème, j'allais dire simplement de reconnaissance. C'est ce qu'il a évoqué, entre autres, oui, dans son intervention le 10 décembre. Voilà. Besoin de reconnaissance et d'écoute. Je crois que si tous les élus faisaient leur travail sur le terrain, tous les collègues parlementaires, tous les élus de France, le gouvernement et le président de la République, eh bien, je crois que nos concitoyens seraient considérés et par conséquent pourraient mieux comprendre ce qu'est le fonctionnement de la France. Il faut leur expliquer. Alors Bernard Peyroux, on a beaucoup parlé de l'opposition entre la France des métropoles et la France périphérique depuis quelque temps. Est-ce que vous le vérifiez aussi, cette fracture entre la métropole de Lyon et les petites communes, j'ai envie de dire du Haut-Beaujolais par exemple ? Je ne vais pas comparer la métropole de Lyon et forcément le Beaujolais et le Haut-Beaujolais, puisque l'un et l'autre bénéficient en quelque sorte de l'attractivité. Le Beaujolais est fier d'être proche de la métropole, avec une attractivité, bien sûr, mondiale, à travers de l'emploi, à travers son université. Donc là, il n'y a pas d'opposition, ça fonctionne bien. Et bien évidemment, ce matin, j'étais justement en réunion à la métropole, puisque la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation s'était transportée à Lyon, justement pour avoir une vision du fonctionnement de la métropole, du département et des pouvoirs publics. Il n'y a pas forcément une opposition, mais on voit bien que les moyens de l'État ne sont pas répartis de la même manière et qu'inévitablement, il y a une fracture sociale. Lorsqu'on a moins de moyens de transport, lorsqu'on a moins de moyens de logement, lorsqu'on a moins d'activités culturelles, lorsque le prix de l'essence augmente, bien évidemment, c'est cela la fracture, bien sûr. Alors cette délégation parlementaire qui était à Lyon aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, vous en faites partie, vous avez vu la métropole, vous avez vu la mairie de Lyon, qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, il en ressort aujourd'hui une certaine complexité, mais pour l'avenir du fonctionnement de la métropole, si j'ai bien compris, lors des élections prochaines, où tous les maires souhaiteraient bien évidemment pouvoir être représentés. Et aujourd'hui, l'organisation telle qu'elle est prévue ne le permet pas forcément. C'est un problème purement de métropole. Moi, je ne vais pas m'impliquer dans ce domaine. Comme à la région, il n'y a pas tous les maires qui représentent leur commune au sein du conseil régional. C'est un peu différent. Ou pareil au département. C'est pareil pour les parlementaires à ce moment-là. Vous avez bien un parlementaire qui représente un certain nombre d'ailleurs de communes. Et ce qui m'inquiète beaucoup, si on réduit le nombre de parlementaires, cher monsieur, parce que lorsqu'on est député de 100 ou 150 communes et qu'on se retrouve député avec 250 ou 300 communes, la représentativité sur le terrain ne peut pas être la même. Et je m'inquiète beaucoup aujourd'hui de cette attaque qui est menée
contre l'Assemblée nationale en disant qu'il faut moins de députés. Ce n'est pas forcément une attaque. Donc, il y a d'autres pays européens où il n'y a pas autant de parlementaires et ça fonctionne très bien. Oui, mais ça fonctionne peut-être très bien. Et c'est des pays qui ont une vraie tradition parlementaire, hein, je pense à l'Allemagne notamment. Oui, mais on se rend compte... Oui, non, le système est complètement différent si on prend l'Allemagne, puisque c'est un système, j'allais dire, fédéral, avec des compétences données aussi au niveau des Länder, qui ont cette compétence normative, cette capacité de faire la loi, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, qui est un pays à la fois centralisé et décentralisé, et les parlementaires ont un vrai rôle. C'est d'ailleurs le but de cette création, de cette démocratie parlementaire, c'est de représenter le peuple, parce que le peuple ne peut pas s'exprimer à tout moment sur les lois. Et je crois que plus on réduit le nombre de parlementaires, plus, justement, il y aura moins ce lien qui va exister entre la France d'en bas, entre la France profonde... Et si on leur donne plus de moyens pour bien faire leur travail de député, de parlementaire, les moyens, c'est une chose. Légiférer. Et bien sûr, les moyens financiers, d'ailleurs, ne diminueront pas parce qu'il faudra en donner plus à ceux qui resteront. Mais la durée de la journée et de la nuit, cher monsieur, ne s'allonge pas. Lorsque vous commencez déjà à 6 h le matin et que vous terminez à minuit le soir, vous pouvez guère allonger les journées pour être présent sur votre territoire. Si on prend les élus municipaux, par exemple, je l'avais vérifié, à Villeurbanne, vous avez une cinquantaine d'élus, hein, conseil municipal. C'est autant qu'à Madrid. Est-ce que pour autant on peut dire que la ville de Madrid est mal administrée parce qu'il y a moins d'élus qu'il y en a en France, à Villeurbanne? Certainement pas, bien sûr. On peut toujours avoir moins d'élus, on peut toujours avoir moins de représentation, mais je crois qu'au niveau parlementaire, il faut garder un certain état d'esprit. Je suis plutôt de ceux qui pensent que les députés font bien leur travail. Arrêtons d'ailleurs de les critiquer, parce que honnêtement, ils font un gros boulot, et cela se sait. Vous regrettez la fin de la réserve parlementaire ? Oh, la fin de la réserve parlementaire, je ne la regrette pas. Cela m'a permis d'aider beaucoup de communes, beaucoup de projets, beaucoup d'associations, aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir ces quelques moyens qui leur étaient accordés directement, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui la regrette, ce sont les associations et les communes. Et aujourd'hui, je pense qu'au plus haut niveau de l'État, on se rend compte que ce fut peut-être une erreur de vouloir justement mettre cette distance entre les parlementaires et le terrain, parce que c'est sur le terrain qu'il y a la vie et c'est sur le terrain qu'on peut agir. On revient à la métropole. Vous avez rejoint, vous, on va dire, Villefranche et puis toutes les communes autour, le pôle métropolitain, hein, je ne dis pas la métropole, mais le pôle métropolitain qui regroupe aussi Saint-Étienne, Vienne, Bourgoin-Jallieu. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes satisfait de l'équilibre, même si vous n'êtes plus maire de Villefranche, hein, Alors, je siège au pôle métropolitain, je suis membre du bureau, puisque je suis resté conseiller communautaire de cette agglomération de Villefranche, et que j'étais, il y a justement quelques semaines, en fin d'année, à une réunion du pôle métropolitain. Et je vois... Vous semblez écouter ou oui, je vois... vous êtes les supplétifs de Lyon? Pas du tout, je vois un renouveau. Le maire, effectivement, de Saint-Étienne a pris la présidence du pôle métropolitain, après donc Gérard Collomb, qui n'avait peut-être pas forcément le temps, si je peux me permettre, de s'en occuper avec la même intensité. Et nous devons compter, parce que le pôle métropolitain, c'est la volonté de coopérer, justement, entre communautés, à travers cette volonté concernant les transports, la culture, le tourisme. Il y a beaucoup d'éléments communs. C'est une structure souple, une structure coopération, et je crois désormais au pôle métropolitain. Est-ce que le nouveau Rhône a encore son utilité quand il y a 5 ou 6 grandes communautés de communes qui couvrent, on va dire, l'ensemble du Rhône vert? Vous abordez un véritable débat, puisque je pense que la réforme est restée au milieu du gué. Lorsque Michel Mercier et Gérard Collomb ont abordé cette réforme, je pense qu'il y avait une idée sous-jacente, c'est de faire en sorte que peut-être le département du Rhône ne reste pas sous sa forme de collectivité territoriale actuelle, mais que ses compétences puissent être justement données, puissent être apportées à l'ensemble des communautés de communes et communautés d'agglomération. Ça aurait été d'ailleurs l'exemple d'un nouveau modèle, métropole et communautés qui prennent tout leur poids. Parce que s'il y a bien de réformes à faire, cher monsieur, c'est s'attaquer justement à cette organisation de toutes nos structures territoriales. Le millefeuille est Alors Emmanuel important, Macron a dit qu'il n'était pas opposé à une révision des aménagements de la loi NOTRe. Mais d'ailleurs, nouvelle organisation territoriale. Je trouve que le président de la République est très ouvert là depuis 2 jours. Autant il a été très strict, je pense, aux 80 km/h. Aujourd'hui, il rejoint une de mes préoccupations, c'est de dire donnons le pouvoir au préfet, au président de département, qui ont la compétence sur les routes nationales et départementales pour s'adapter. Aujourd'hui, il est prêt à regarder ce sujet-là, sur aussi l'organisation territoriale, sur même le cumul des mandats, sur beaucoup de choses. Il est prêt à étudier. Alors je dis pourquoi avant ne pas avoir été plus ouvert, justement, aux réflexions qui étaient les nôtres, aux réflexions des parlementaires, aux réflexions des élus. Bon, vous dites tant mieux. Ben, je dis tant mieux. Mais où ça vous embête, finalement? Tant mieux, non. Je dis tant mieux. Mais n'est-ce pas un peu tard? N'est-ce pas du temps perdu? N'est-ce pas quand même... Jamais trop tard pour bien faire. Avoir laissé naître ces mouvements légitimes, des Gilets jaunes, finalement, qui ont exprimé un mécontentement.
qui aurait pu être évité, je crois, par le dialogue, par la compréhension, par l'attention, par des mots qui ne fâchent pas, par d'autres attitudes. Je trouve quel gâchis, justement, ces derniers mois. Et un gâchis qui ne profite pas à l'opposition, qui ne profite pas aux Républicains, qui ne profite pas au Parti socialiste. Et non, c'est bien justement le pire de cette situation. Ça veut dire que quoi, que vous n'avez pas tiré les conclusions de vos échecs? Non, parce que nos concitoyens eux-mêmes ont fait un amalgame total. Ils ont eu des gouvernements de droite, ils ont eu des gouvernements de gauche. Ils croyaient beaucoup à l'arrivée d'un nouveau président et d'une nouvelle majorité. Ils sont très, très déçus. Donc ils disent on ne croit plus en personne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, les partis de droite ou les autres partis ne prennent pas la relève aujourd'hui. Mais vous savez, il faut du temps dans la vie publique. Et ce temps, il est devant nous. L'avocat que vous êtes a ferraillé contre la réforme de la justice. Plus de numérique, moins de dépenses. Est-ce que ce n'était pas faciliter l'accès à la justice pour tous, finalement? Mais j'ai surtout ferraillé, pour ma part, pour le maintien de mon tribunal. Maintenir le tribunal comme celui de Villefranche ou d'autres tribunaux dans notre pays, c'est maintenir une justice de proximité. Et là aussi, c'est maintenir et respecter nos territoires. Et bien évidemment, la justice doit évoluer avec des procédures numériques, mais faisons attention, n'allons pas trop loin. Faisons en sorte que l'accès soit possible pour tous. C'est la raison, en quelque sorte, de nos craintes et de nos réticences. On a parlé aussi souvent, ces derniers temps, de fractures numériques. Est-ce qu'il y a encore des zones blanches dans la région Bien bordelaise? sûr, il y a des zones blanches et je me bats justement pour, quelle que soit la commune où on habite, dans le Beaujolais ou même dans le Val-de-Saône, on puisse avoir un téléphone portable qui marche, qu'on puisse avoir effectivement la fibre, parce que c'est par cela aussi qu'on facilite la vie de nos étudiants, la vie de nos entreprises et qu'on facilite en quelque sorte la vie sociale. La préfecture du Rhône, elle se situe où? Vous vouliez qu'elle se situe à Villefranche? Non, non, non. Je n'ai jamais demandé que la préfecture du Rhône, je distingue bien l'organisation de l'État de l'organisation territoriale. J'ai demandé, cher monsieur Vacher, que, effectivement, le chef-lieu de département du conseil départemental soit à Villefranche. Un décret en conseil d'État devait être pris. Je ne l'ai jamais vu. Donc je pense que le département du Rhône, aujourd'hui, dans sa configuration, est sans chef-lieu. C'est le seul département de France qui n'a pas de chef-lieu. Et votre ami Christophe Guillotot, il préfère rester à Lyon, finalement? Bien évidemment, mais il est beaucoup plus agréable, d'ailleurs, d'être à Lyon, je pense, dans ces merveilleux bâtiments, j'allais dire, au cœur de ville. Ce n'est pas une problématique. Je voulais simplement identifier ce territoire, quel département du Rhône, identifier ma ville, le Beaujolais-Val-de-Saône. Je suis passionné, je me bats pour elle, et vous comprenez qu'effectivement, je me battrai toujours pour ce territoire. Allez, on passe à présent à une question sur les réseaux sociaux. Alors, le député du Beaujolais que vous êtes, est-il d'accord avec la déclaration du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, chez BFM TV, qui a déclaré « Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Je n'ai jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit sous, car il a bu du Côte-du-Rhône. » On pourrait dire « ou du Beaujolais ». Je pense que c'est une expression, certes un peu rapide, pour effectivement donner tout son poids, bien sûr, aux Côtes-du-Rhône. Et moi, je dis que le vin... Est-ce que ce n'est pas gravissime, quand même, n'est pas un alcool comme un autre. De tenir des propos comme ça? Parce que le vin, c'est une culture, le vin, c'est une passion. Pour autant, je dis qu'il faut consommer le vin avec modération, et que, bien évidemment, j'ai pu voir des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui avaient bu trop d'alcool ou trop de vin, quel qu'il soit, bien évidemment, et qui étaient dans un état qui n'est pas acceptable. Je crois qu'on doit, bien sûr, respecter les règles qui nous permettent de vivre. Parce qu'il y a encore des milliers de morts sur la route, notamment de jeunes. Bien sûr, et je me bats, moi, pour la consommation de vin responsable. Et j'ai toujours, d'ailleurs, battu dans ce sens-là, avec notamment l'association Vin et Société. La responsabilité, c'est ce qui nous permettra, justement, de défendre nos vins, de défendre notre culture, et nos organisations viticoles, d'ailleurs, vont dans ce sens. Donc vous prenez vos distances quand même avec ce qu'a pu dire le ministre de l'Agriculture. Ce type de propos est un propos un petit peu rapide. On a tous vu, effectivement, des personnes qui ont pu, parfois, dans la vie, boire un petit verre de trop. Et je ne vais pas dire aux gens d'aller toujours plus loin, plus loin, plus loin. Consommer, c'est apprécier la qualité, et ce n'est pas par la quantité qu'on apprécie j'allais dire la qualité des vins, mais je dis bien sûr, buvons du Beaujolais, buvons les crus du Beaujolais. Avec grande modération. On finit par une question de politique fiction, bien sûr. Nous sommes le 26 mai au soir, Bernard Perrut, résultat des élections européennes. La liste du Rassemblement national arrive en tête avec 26%, devant La République en marche 20%, la France insoumise est 3e à 11%, et LR finit 4e à 9,8%. Des voix s'élèvent en interne pour demander le remplacement de Laurent Wauquiez à la tête du parti par François Baroin. L'appel à François Baroin part du groupe LR à l'Assemblée nationale. On vous demande de le signer. Vous signez ou pas?
J'ai du mal à me transporter quelques mois plus tard. La fiction n'a jamais fait partie de mes sujets préférés. Premièrement, je ne pense pas que ce sera cette situation, parce qu'il y aura une campagne des élections européennes. Nous serons sur le terrain et nous montrerons qu'entre le Rassemblement national, entre En Marche, entre la France insoumise, il y a une autre voie, une certaine voie de la responsabilité vis-à-vis de l'Europe sur les vrais sujets. Et par conséquent, nous ne serons pas dans cette situation. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas le résultat était mauvais, François Baroin. Est-ce qu'il faut envisager le remplacement de Laurent Wauquiez ? Un ami. Nous en discuterons le moment venu. Je n'ai jamais fait de plan sur la comète et je n'ai jamais porté, moi, de jugement sur quelqu'un avant d'avoir les résultats. Et quelqu'un comme François Baroin, ça pourrait être un bon... Mais François Baroin candidat est un homme non seulement très sympathique, qui rassemble les maires, qui est entendu dans notre pays, mais nous avons un président, il s'appelle aujourd'hui Laurent Wauquiez, et moi je respecte les institutions comme je respecte les partis politiques. Merci beaucoup Bernard Perrut d'être venu dans Face à Face. Merci, au revoir.